Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Lelouch, que je ne présente pas, bien connu, très grand spécialiste des questions géopolitiques. Pierre, bonjour. Alors, peut-être pour commencer, simplement, comment vois-tu la situation de cette guerre en Ukraine? Quelle est ta perception de la situation et des évolutions possibles? J'essaye d'écrire un livre sur tout ça en ce moment et je veux dire que c'est très difficile. En réalité, cette affaire est une longue histoire, puisque la tension sur le statut de l'Ukraine est une histoire qui a commencé il y a un siècle, en réalité, lors de la première indépendance de l'Ukraine, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, L'Ukraine n'a pas eu le droit, comme les Kurdes, à la reconnaissance d'État lors du traité de Versailles. Et on a considéré que c'était une sorte d'appendice de la Russie. Et ça a été le grand oublié, le grand impensé de la stratégie occidentale. Donc, pendant cette période, personne n'a vraiment parlé d'Ukraine. Et beaucoup des gens qui se manifestent aujourd'hui sur l'Ukraine ignoraient presque son existence pendant des années. Moi, je suis un des rares qui s'est vraiment occupé de l'Ukraine depuis 30 ans, depuis la deuxième indépendance. À la fois parce que j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN au début des années 2000, donc j'ai eu beaucoup allé en Ukraine, puis après, comme membre du gouvernement, je suis aussi occupé de l'Ukraine quand j'étais aux affaires européennes. Et donc j'ai eu la chance d'être là-bas au moment du premier Maïdan avec Yushchenko dans les années 2003-2004, puis le second en 2014, où il n'y avait pas d'autres Français d'ailleurs sur place. Hein. C'est dire à quel point c'était pas dans les écrans radars du tout. Donc la question de fond depuis le début, c'est à qui appartient l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est une partie intégrante de la Russie, ce que croient les Russes, tous les Russes d'ailleurs, blancs, rouges à l'époque d'il y a 100 ans, ou gorbatcheviens, j'ai pas vu beaucoup de Russes qui considéraient que l'Ukraine n'était pas partie intégrante de leur histoire et de la Russie. Donc à qui appartient l'Ukraine? Soit à la Russie, soit à l'Europe et à l'Occident. C'est la thèse qu'on entend aujourd'hui des voisins et puis maintenant candidature à l'Union européenne, etc. Donc il y a une espèce depuis 30 ans et une sorte de guerre sourde sur le statut de l'Ukraine. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir des relations avec l'un et l'autre? C'était un peu le rêve. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que elle pouvait jouer le rôle d'un pont euh, neutre entre l'Est et l'Ouest, mais membre de l'Union européenne à terme, comme ça a été le cas, rappelez-vous, pour l'Autriche ou pour la Finlande. Donc on pouvait imaginer un autre devenir que cette horrible boucherie qui a lieu en ce moment depuis Alors, un an en Ukraine. what went wrong? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Comment en est-on arrivé là? Je pense que bon, il y a ceux qui pensent que Poutine est fou, que c'est Hitler. Il y a tous ceux qui réécrivent cette guerre comme étant une sorte de poursuite de la Deuxième Guerre mondiale avec un autre Hitler qui s'appellerait Poutine. Je crois que c'est complètement absurde. Je pense que il y a cette volonté russe de conserver l'Ukraine, c'est clair, ils n'ont jamais varié, jamais. Euh, En revanche, chez nous, il y a eu beaucoup de naïveté. Il y a eu l'idée, par exemple, que on pouvait complètement désarmer. Depuis 30 ans, on a réduit à néant nos budgets militaires. Hein. On se retrouve avec 200 avions, 200 chars dans un pays comme la France ou en Allemagne. Donc, politique totalement déraisonnable, qui considérait que les guerres, ça appartenait au passé, donc on pouvait faire autre chose. On s'est mis pieds et poings liés derrière l'Allemagne dans l'addiction au gaz russe bon marché. Et on a laissé faire les Allemands, avec en plus un élément de politique intérieure allemande qui était les Verts et donc la lutte contre le nucléaire. Donc il fallait faire du gaz bon marché russe. Donc on s'est mis pieds et poings liés entre les mains des Russes, on a désarmé, et on a considéré que l'Ukraine, ça se résoudrait tout seul, tout en élargissant l'OTAN. Parce qu'en même temps, sous la pression des Américains, on a fait rentrer 10 nouveaux pays dans l'OTAN. Et la question qui se posait, c'était est-ce que l'Ukraine doit ou pas rentrer dans l'OTAN? Et la Et dernière fois que selon toi? la dernière fois que ça s'est posé, c'était à Bucarest en 2008.
Et la France et l'Allemagne en 2008 on pensait que c'était un casus belli pour les Russes et qu'il ne fallait pas que l'Ukraine rentre, ni la Géorgie d'ailleurs. Et on a pris la plus mauvaise des postures possibles, puisqu'on a dit que l'Ukraine et la Géorgie allaient rentrer dans l'OTAN, c'est dans le communiqué, mais enfin pas tout de suite. Donc en réalité, on a Donc c'est un laissé... cumul de deux mauvaises Voilà, solutions. donc on a été chercher les Russes sur leur terrain en leur disant bah, ça va être l'OTAN, mais en même temps on a laissé ces deux pays sans protection. Résultat des courses, 4 mois plus tard, Saakashvili ayant fait quelques bêtises en Géorgie, les Russes sont entrés en Géorgie. Et rappelez-vous le voyage de Sarkozy en plein été en 2008 pour stopper les chars russes à 40 km de Tbilissi. Mais quelques temps après, en 2013, la question se pose à nouveau pour l'Ukraine. Là, l'Europe envoie une troïka pour essayer de nouer des liens avec l'Ukraine et de la rapprocher de l'Union européenne. Et Poutine dit non. Poutine invite le président ukrainien de l'époque, qui était plutôt pro-russe, Yanukovych, qui était président du parti de l'Est de l'Ukraine, en lui disant non, tu ne vas pas en Europe, voilà 5 milliards de dollars. Yanukovych prend les 5 milliards, mais la rue se lève, c'est la révolution de Maïdan, il est renversé et la guerre commence. Poutine prend la Crimée et envoie des petits hommes verts aider les indépendantistes du Donetsk. Et c'est le début de la guerre, parce que la vraie guerre d'Ukraine commence en 2014. Là, on est à la phase suivante. Mais alors, cette guerre, elle a changé de nature. Donc au départ, il s'agit du statut de l'Ukraine, neutre ou pas neutre. C'est devenu ensuite le statut d'un certain nombre de provinces à l'est de l'Ukraine, qui étaient un peuplement russe. Il faut bien voir que l'Ukraine, c'est un pays composite. Toute la partie ouest de l'Ukraine était sous contrôle autrichien, polonais, autrichien, lituanien, suivant les époques. Mais elle est de civilisation, cette partie-là, européenne. D'ailleurs, Kiev est une ville européenne en réalité. Puis toute la partie est, en revanche, a été peuplée par des Russes depuis Catherine II, depuis la conquête de la Crimée. Et puis il y avait d'autres gens aussi, beaucoup de Grecs, par exemple, à Odessa. Il y avait aussi une grosse population juive, aussi bien dans le sud, vers Odessa, que dans la partie occidentale, vers Kiev. Et c'est cette population, d'ailleurs, qui a subi des choses affreuses au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis sont arrivés. Et avant ça, même sous Staline, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on tapait naturellement sur les Juifs dans cette période-là. Donc voilà. Et alors, ce qui se passe depuis un an, c'est que la guerre, qui au départ donc est une affaire de statut de l'Ukraine et éventuellement d'accord d'autonomie pour les régions russophones, s'est transformée en une espèce de guerre civilisationnelle entre l'Ouest et l'Est, où on a une espèce d'échelle de cocotier où chacun monte dans les invectives. Du côté américain, Biden très tôt traite Poutine de tueur, d'assassin. Aujourd'hui, Poutine est inculpé par la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Et de l'autre, il y a des Russes qui vous disent qu'ils sont en guerre contre l'Occident de façon définitive. Donc c'est une guerre existentielle de la Russie contre l'Occident, liguée contre elle. Donc 28 pays. La Russie est en guerre contre l'Occident qui lui fait la guerre. Et nous pensons que c'est la guerre du bien contre le mal. C'est le discours de Biden à Varsovie. Il y a le mal et puis il y a le bien. Et nous sommes le bien. Donc on est dans une échelle de cocotier qui est extraordinairement dangereuse. D'abord, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de négociation possible puisqu'on a affaire à des criminels. Et puis, il y a 4 puissances nucléaires quand même dans cette histoire. Il y a les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la France. Ça fait beaucoup d'ingrédients extrêmement périlleux. Ajoutez à ça que la Russie et l'Ukraine, c'est les 2 premiers producteurs de nourriture dans le monde, d'engrais, de blé, céréales. Ajoutez à ça qu'on a affaire aussi aux principaux fournisseurs de gaz, en dehors des États-Unis et du Qatar, c'est quand même la Russie qui est le numéro 1. Donc on a à la fois des répercussions géoéconomiques massives sur tout un tas de peuples. J'étais récemment en Égypte. L'Égypte, elle marche au grain, au blé russe depuis des années. Donc des répercussions économiques considérables,
un affrontement qu'on croyait oublié, mais alors qui est devenu maintenant existentiel entre l'Est et l'Ouest, la liberté contre le mal, et un problème militaire sur le terrain qui est extrêmement difficile, puisque la Russie a rencontré de graves difficultés devant Kiev. Elle a en fait raté complètement le début de son opération, qu'elle croyait une... D'ailleurs, nous aussi, hein, les services américains étaient convaincus que tout ça se réglerait en 3 jours, que ce serait un remake de la Crimée. C'est pas ce qui s'est passé. Les Ukrainiens avaient été entraînés par les Américains et les Britanniques depuis 2014, donc ils ont su résister. Les services de renseignement américains avaient parfaitement prévu l'arrivée des soldats russes, presque à la minute près, avec les objectifs, tout ça a été connu à l'avance, donc ils ont résisté. L'armée russe a dû se reculer. Enfin, le problème, c'est qu'il y a un différentiel de 1 à 3, 1 à 4 entre la population russe et la population ukrainienne, que Poutine a les moyens de faire venir sans arrêt des hommes et des armes sur le front, et qu'on a une situation qui, après avoir été favorable aux Ukrainiens, est maintenant bloquée. Et chacun se prépare à ce que j'appelle l'offensive de la Somme, c'est-à-dire la mère de toutes les batailles qui devrait intervenir d'ici l'été. Avec des dizaines de milliers de morts. Avec même plus que ça, puisqu'on en est probablement aujourd'hui... Je pense qu'il y a 200 000 soldats russes qui ont été tués et blessés, et probablement pas loin du côté ukrainien. Il doit y avoir 100 ou 150 000 morts et blessés militaires, plus au moins 30 ou 40 000 morts civils. On en est déjà à 400 000 morts et blessés dans cette affaire. C'est une véritable boucherie, avec des destructions de villes entières. Ça risque de se perpétuer jusqu'à l'été, et aucun règlement en perspective, puisque dans cette espèce d'escalade verbale aux extrêmes des deux côtés, la diplomatie n'a plus aucune place. C'est même considéré comme un crime. Le premier qui dit qu'il faut négocier passe pour un traître et un poutinien. Et moi, je n'ai cessé de dire depuis le début de cette guerre, d'abord, qu'elle aurait pu être évitée si on avait pris au sérieux les propositions russes du mois de décembre précédent, 2021, qu'on a considéré comme un ultimatum sans intérêt du côté occidental. Bon, la guerre a commencé. Depuis, il y a eu quelques tentatives de médiation au tout début, par les Ukrainiens eux-mêmes d'ailleurs, qui l'ont souhaité. Il y a eu quelques réunions en Turquie, et puis ça s'est arrêté. Le président français a essayé plus ou moins... Il a beaucoup téléphoné, mais ça n'a rien donné. Du coup, il s'est fait ridiculiser aussi bien par les Ukrainiens que les Polonais, les Baltes et autres, qui ont même inventé le verbe macroner, qui consiste à parler pour ne rien dire. Donc Macron ne dit plus rien, il va maintenant embarquer dans le wagon otanien, et on ne dit plus rien. Donc plus de diplomatie. Alors c'est curieux parce que tu as fait des études à Harvard, tu as présidé l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, tu étais, dans les années guerre froide, considéré comme atlantiste, et c'est pas une insulte, c'est un constat, bien sûr. Et là, tu es quand même très critique par rapport à la politique de l'OTAN vis-à-vis de cette guerre. Oui, moi j'ai toujours... D'abord, je suis un vieux gaulliste, donc j'ai toujours été mu par l'intérêt national. Quand il y a eu un test fondamental pour l'avenir de l'Europe, qui était la bataille des euromissiles entre 1979 et 83. Tout le monde a oublié, mais l'histoire des Pershing et des SS-20, l'enjeu, c'était la neutralisation de l'Allemagne. Est-ce que la neutralisation de l'Allemagne était dans l'intérêt de la France? Non. Donc il fallait avoir des missiles américains. Sa position, d'ailleurs, elle est prise à l'époque par Mitterrand contre Giscard. Giscard ne voulait pas s'en mêler. Et moi, j'ai commencé ma vie publique en écrivant contre Giscard, qu'il fallait au contraire soutenir le déploiement de missiles pour empêcher la neutralisation de l'Allemagne. Donc, tant qu'on était dans ce profil-là, considérer qu'une OTAN avec l'Allemagne à l'intérieur était dans l'intérêt de la France, oui. Mais après, quand on est passé à l'étape post-guerre froide, quelle était la bonne stratégie? C'est un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, la bonne stratégie consiste à diaboliser l'adversaire en disant bah, c'est Hitler, donc il faut aller jusqu'au bout? Quelle est la logique d'une position de ce genre? Est-ce que les sanctions et la guerre doivent servir à arriver à la paix et donc trouver une solution pour continuer à vivre avec la Russie, qui ne va pas déménager, qui va rester en Europe, à côté de nous? Ou bien est-ce que ça consiste à changer le régime, enlever le tueur, enlever son régime de tueur,
et possiblement aussi démembrer la Russie, comme le disent ouvertement maintenant des gens en Pologne et ailleurs, et dans les États baltes. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but de la guerre, c'est d'en finir avec la Russie, et comme le dit Et comment? Kasparov ou d'autres, Et comment? d'en finir avec son ADN impérialiste, donc changer la Russie en profondeur? Si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, parce que par quel moyen peut-on parvenir à Sauf, cet objectif? sauf l'entrée en guerre, donc Oui. la guerre totale, donc la Troisième Guerre mondiale. Si c'est ça l'objectif, non, c'est sans moi. Ça me paraît pas Mais en même temps, raisonnable. il va être difficile de reprendre des relations normales avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Donc on est vraiment dans une impasse. Mais je vois pas très bien comment on va nous choisir quel est le dirigeant suivant de la Russie. Hmm. Donc il faut pouvoir négocier avec la Russie à un moment ou à un autre. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on fait un deal, est-ce qu'on peut imaginer un deal territorial à un moment ou à un autre, un cessez-le-feu, avec un retour à la case départ. Est-ce qu'on peut espérer qu'on revienne à la situation d'avant février où qu'est-ce qu'il était question de quoi était-il question dans le processus dit de Minsk? C'était d'essayer de trouver une solution au statut de l'Ukraine, et puis à l'intérieur de l'Ukraine, dans ses frontières, une forme d'autonomie, de fédéralisation de la partie est du pays. Est-ce qu'on peut revenir à une solution de ce genre en redonnant à l'Ukraine son intégrité territoriale ou pas? Est-ce qu'il faut viser un cessez-le-feu ou pas? Voilà les questions qui se posent. Moi, je persiste à croire que continuer la guerre, non seulement est ravageur sur le plan humain, à terme, on risque de se retrouver dans une situation où nous allons être tout seuls, parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui ne sont pas d'accord avec la poursuite de la guerre et qui pensent que nous n'avons pas nécessairement raison. Est-ce que d'ailleurs c'est une bonne stratégie de dire c'est à Kiev de décider et on soutiendra Kiev jusqu'à ce qu'il décide de négocier? Est-ce que ça te paraît une bonne position et une position surtout durable? Alors, moralement, oui, mais c'est la première fois dans l'histoire que je vois des pays occidentaux sur les États-Unis donner des sommes absolument considérables, carte de crédit. L'Amérique a mis 113 milliards de dollars sur la table l'année dernière, plus l'Europe 60, on est presque à 200 milliards. Ça pulvérise tous les budgets de défense, d'aide au développement qu'on peut imaginer. On a mis 200 milliards de dollars sur la table en un an, sans mettre de conditions, en disant voilà, Comment dès que vous expliquer? déciderez un jour, Ouais. quand vous le jugerez bon, peut-être qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. Je trouve ça complètement surréaliste, d'autant que les risques d'engrenage sont permanents. On n'est jamais à l'abri d'une erreur qui peut conduire à un engrenage, surtout quand on a des arrivées massives d'aide en passant par la Pologne. Donc c'est une situation qui est extrêmement risquée. Moi, j'avais espéré qu'on puisse l'arrêter avant que ça commence, en négociant sur la base des propositions qui avaient été faites par les Russes, qui étaient d'ailleurs pas complètement extravagantes. Ou La tout neutralité, simplement en appliquant réellement les accords de Minsk qui n'ont jamais réellement été mis en voilà, œuvre. voilà. Et dans lesquels les Américains ne voulaient pas se mêler. D'ailleurs, il faut quand même garder ça à l'esprit. Il n'y avait pas d'engagement américain sur l'Ukraine, sauf au tout début de l'indépendance ukrainienne, quand il s'agissait de dénucléariser l'Ukraine. Là, les Russes et les Américains ont travaillé main dans la main pour enlever, il y avait quelque chose comme 5000 armes nucléaires à l'intérieur de l'Ukraine. Bien entendu que si l'Ukraine avait pu garder ses armes nucléaires, il n'y aurait jamais eu d'agression contre l'Ukraine. Au lieu de quoi, on a enlevé les armes nucléaires, on a donné des garanties de papier, et à la fin de la journée, on a maintenant une guerre sur les bras, sans solution de sortie. Donc, je crois que le bon sens, c'est... bon, maintenant c'est trop tard. Moi, j'ai essayé d'écrire, de dire les choses. De toute façon, les décisions militaires ont été prises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est très étonnant le déroulé de la guerre, parce que la guerre, elle devait être très, très rapide. En 3-4 jours, ça devait être réglé. Et les Américains étaient du même avis que Poutine. L'Ukraine ne pouvait pas tenir. Bon, après, ils ont tenu. Et donc le mois de mars a été terrible pour l'armée russe qui s'est retirée. Et au mois d'avril, les Américains ont décidé de s'engager militairement en envoyant un maximum de moyens, alors qu'ils avaient dit au tout début qu'ils retiraient leurs forces, qu'il n'y aurait que des représailles économiques. Un an après, donc au mois de février dernier, il y a 2 mois, les décisions ont été prises aux États-Unis et à l'OTAN pour donner
à l'Ukraine les moyens de sortir de l'enlisement actuel, c'est-à-dire de donner une force offensive capable de percer les défenses russes. Donc pour ça, il faut des chars, il faut de l'artillerie à longue portée, et tout ça a été acté. Dans la réalité, depuis un mois, on s'aperçoit qu'une chose c'est de le dire, une autre c'est de le faire. On s'aperçoit qu'on ne sait plus fabriquer les obus, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a très peu de chars en état de rouler dans les stocks européens, parce que tout le monde avait arrêté les usines de chars. Nous, les premiers en France, on ne sait plus construire un char. Plein de chars étaient en Espagne et ailleurs, mais ne roulaient plus, donc il faut les remettre en route. Et on est en train péniblement de réunir peut-être 80, 100 chars Léopard et autres en Europe. Est-ce que, Est-ce que ça va suffire? Pour faire, parce qu'il y a plus de matériel côté ukrainien, comme tu l'as dit, plus de monde, de soldats du côté russe. Là, ils sont en train on commence à voir des annonces sur lesquelles ils vont recruter 400 000 soldats de plus, donc ils sont à 300 000. Ils ont commencé la guerre avec 150 000 hommes. Là, ils en sont à 300 000, malgré les pertes. Ils vont, semble-t-il, en recruter 400 000 autres. Ils sont en train d'avoir des armes qui viennent d'Iran, de Corée du Nord et peut-être même demain de Chine. Donc il va y avoir un approvisionnement militaire côté russe. Côté occidental, on bute sur des problèmes. Un canon César, il faut 2 ans pour le faire. Et même en accélérant les cadences, on va arriver à 1 an et demi. Un HIMARS, qui sont les lance-missiles extrêmement sophistiqués américains, il faut 2 ans pour les faire. Les Ukrainiens ont brûlé le gros des stocks de missiles Stinger et Javelin côté américain. Les Américains commencent à s'inquiéter de la baisse de leur stock, alors qu'ils ont probablement une guerre avec la Chine sur Taïwan dans les années qui viennent. Et donc, on va se heurter à un problème de rareté. Donc, ce que je pense, c'est ce que pense aussi le chef d'état-major américain, qui n'est pas un amateur, le général Milley, il dit je doute que l'Ukraine réussisse à faire une offensive en 2023 qui soit victorieuse. Victorieuse, ça veut dire qu'on perce les forces russes, on les repousse, on reprend la Crimée et on libère l'essentiel du territoire ukrainien. Le général américain dit, paraît douteux de faire ça en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre va encore durer jusqu'en 2024, ou bien à un moment, il faut essayer de trouver les moyens d'un cessez-le-feu. Est-ce que les Américains vont un jour lâcher l'Ukraine? Possible. D'abord, on entre en année présidentielle, électorale. Ça y est, ça commence, on est en avril, c'est le début de la campagne présidentielle. Il commence à avoir des tensions à l'intérieur du parti républicain, avec des gens qui disent bon, la politique du chèque en blanc, on ne va pas pouvoir la continuer, alors que les déficits budgétaires américains sont absolument stratosphériques. Et donc, ils sont eux-mêmes dépendants d'achats d'obligations américaines, par exemple, par les Chinois et d'autres. Donc, c'est pas très raisonnable de continuer à financer à fond perdu une guerre quelque part en Europe, alors que c'est pas l'Europe la principale priorité des Américains, c'est plutôt la Chine. Donc, il y a beaucoup de voix qui, aux États-Unis, commencent à dire qu'il y a un problème. Mais le parti républicain est divisé. Il y a aussi ceux qui disent que si l'Ukraine perd, c'est la Chine qui gagne, et l'Amérique ne peut pas se permettre de laisser la Chine gagner. Donc, la question de la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine est ouverte. Et avec les États-Unis, tout est possible. Ils sont capables de faire une guerre et puis de laisser tout tomber derrière. Et donc c'est un peu imprudent comme de la part au Vietnam, des Européens comme en Afghanistan, comme en Irak. Et donc la réponse européenne aujourd'hui de dire on s'en remet aux États-Unis pour notre sécurité, c'est la seule solution, n'est pas tout à fait cohérente. Moi, je crois qu'on est en plein délire en Europe. On est en plein délire. D'abord, on a des armées. Ensuite, on s'est donné corps et biens aux Russes. On s'aperçoit maintenant que ça marche pas, et on est en train de se donner corps et biens aux Américains à un moment où les Américains pensent à autre chose. Ils sont déjà dans la guerre suivante, qui est avec la Chine. C'est pas une guerre européenne, le sujet. C'est comment rester la première superpuissance du monde, alors qu'en face de vous, vous avez un pays d'1,5 milliard de personnes qui sont au moins aussi bons que vous sur le plan économique, dont la marine va dépasser la marine américaine. C'est déjà le cas. Donc il y a un vrai sujet. Comment est-ce que l'Amérique, qui a une façade pacifique énorme, s'occupe aussi de cette zone-là? Et ils sont en train de constituer une autre OTAN avec qui s'appelle ANZUS, qui s'appelle AUKUS et qui s'appelle le Quad,
avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, essayer de regrouper les pays de la région pour résister aux Chinois. Donc la vraie bataille pour l'Amérique, elle est là. À terme, qu'est-ce qui va se passer sur l'Ukraine du côté américain? C'est extrêmement théorique. Tant que Biden est là, lui-même est très engagé sur l'Ukraine depuis des années. Le département d'État aussi, mais le Pentagone se pose des problèmes, hein, en jugé par tout ce qu'on peut lire sur les déclarations des militaires américains, qui ne veulent pas non plus vider complètement les stocks. Là, ils ont réinvesti massivement pour faire redémarrer leur outil industriel, comme nous essayons de le faire en France, mais il faut du temps, il faut des matières rares, il faut former les gens. Pour ouvrir des usines d'armement, il faudra au moins 2-3 ans. Et pendant cette période, il ne serait pas mauvais d'essayer de voir s'il n'y a pas une solution diplomatique. Bien, c'est sur cette préconisation que l'on va s'arrêter. Merci Pierre pour ce tour d'horizon.